est parfait. On vient de voir son enregistrement. Merci beaucoup de l'invitation, de vous joindre à cette conférence-là en ce jeudi de quasiment fin du mois de juin. J'apprécie beaucoup votre présence et ça me fait plaisir de partager bien humblement le fruit de certains de mes travaux, mais aussi des réflexions sur la question de la santé mentale, particulièrement là, à l'aube de la fin de la pandémie, on espère, et à l'aube du déconfinement, mais on est déjà dedans, là, dépendamment de où on est, de penser un peu quel est l'impact sur les conditions de travail, mais par ricochet, l'impact sur la santé psychologique, la santé mentale et le bien-être des travailleurs et des travailleuses. Ça va être ça le sujet du jour. Juste pour un peu introduire un petit peu le sujet puis l'approche que je prends dans les travaux que je mène sur le bien-être des travailleurs et travailleuses. Je vais faire une petite analogie. Vous voyez ces trois photos de plantes. J'entends un peu de feedback. Je me demandais si peut-être les personnes pourraient se mettre sur mute, si c'est possible. Sinon, il n'y a pas de problème, là. Donc, c'est ça, petite analogie pour montrer un peu l'approche que j'utilise dans mes travaux. Vous voyez trois photos de plantes. À gauche, c'est les photos de géraniums. C'est une petite histoire personnelle. Mon grand-père adorait les géraniums et puis lui, il les gardait d'année en année. Donc, il les mettait dans son garage durant l'hiver, il en prenait soin, puis c'était juste lui qui pouvait en prendre soin. Il s'en occupait jalousement, si je peux dire. Puis moi, je me suis rendu compte pendant la pandémie dans le fond, moi aussi, j'avais le pouce vert au milieu. En fait, c'est une plante là, chez moi. Regardez pas la fenêtre derrière, mais la plante, c'est chez nous, juste en face de moi, présentement, sur ma table de cuisine. Je vois assis là, je vois la plante. Et je me suis rendu compte que j'avais le pouce vert aussi, quand même, et que les plantes, pour moi, c'était bien important. Puis récemment, il y a un ami, après qu'on a pu se déconfiner, qui est venu à la maison puis qui a voulu arracher une feuille morte à une de mes plantes. Puis là, moi, j'ai vraiment pas bien réagi. Là. Je me suis dit, on va pas, tu sais, on touche pas à mes plantes, c'est moi qui sais comment m'en occuper, etc. Donc, l'approche que je prends en santé mentale et en bien-être, c'est cette approche-là qui met au centre le pouvoir d'agir des individus puis des personnes. Donc, un peu comme moi, je me sens, puis mon grand-père aussi, là, on se sent qu'on est les experts de nos plantes, puis qu'on ne veut pas que les autres y touchent sans notre consentement, puis sans que ça soit un partenariat, si on peut dire. Bien, l'idée, c'est qu'on peut prendre du pouvoir en tant qu'employé, travailleur, travailleuse sur notre bien-être, notre santé mentale. Puis malheureusement, souvent, en tout cas, les services en santé mentale ne permettent pas encore beaucoup là, la prise de pouvoir ou pas autant qu'on le voudrait. Mais l'idée, c'est de pouvoir être capable un peu d'arroser un peu sa plante, d'arroser la santé mentale, d'en prendre soin comme on veut, mais d'établir un partenariat avec les autres personnes autour de nous. Et c'est un peu ça l'idée ici dans la présentation, l'idée de responsabilité partagée, la santé mentale des employés comme une responsabilité partagée entre la personne qui peut poser des actions pour aller mieux ou promouvoir son bien-être et le milieu de travail et les employeurs peuvent mettre en place des conditions gagnantes. Juste avant d'aller un petit peu plus loin, je vais vous faire un petit, je ne sais pas si vous êtes prêts à interagir. J'ai décidé que je jouais le tout pour le tout aujourd'hui, mais je vais vous faire interagir. Je vous demanderai si vous êtes capable d'aller à cette page-là et de rentrer le code que vous voyez, puis d'écrire qu'est-ce que la santé mentale ou le bien-être au travail pour vous. Écrivez quelques mots qui vous viennent en tête. Vous me direz si ça fonctionne. Vous voyez l'adresse puis le code, oui. Okay. Ça va créer un nuage de mots. Fait que tout le monde va voir les mots. Là. Fait que soyez. On ne saura pas qui dit quoi, mais. Qui sera le premier ou la première? Bienveillance, rire. Je vais vous laisser peut-être 30 secondes pour écrire quelques mots.
ces derniers 10 secondes. Je ne vais pas prendre trop de temps. Je sais j'ai une présentation chargée. Mais c'est intéressant. Il y a équilibre qui revient, la grosseur des lettres, évidemment. La grosseur de police, c'est basé sur la fréquence. Donc, équilibre qui est ressorti davantage. Si je vois bien, les autres mots sont tous à une fréquence similaire, mais on voit confort, rire, quiétude, compréhension, calme, avoir du temps, collaboration, joie, confiance. Donc, c'est pas mal tous des mots assez positifs là, que vous mettez. Axés sur le développement, même la running gag, donc l'humour qui revient. Je ne vois pas, il y avait un mot à droite. Excusez, il faut que je me tourne. Rire, collaboration, je ne vais pas me répéter, mais on voit vraiment que c'est beaucoup le quiétude, la quiétude, le calme qui revient. Donc, c'est beaucoup des mots positifs. C'est intéressant parce que, oups, j'ai essayé de revenir maintenant à mon autre page. Dans les travaux sur la santé mentale en général, puis vous le savez probablement, puis au travail, on s'est beaucoup arrêté à regarder plutôt ce qui va mal chez les individus, chez les personnes, même santé mentale au travail. Donc, s'attarder à l'épuisement professionnel, puis c'est super important, puis essayer de le prévenir, puis de le traiter, etc. Mais moi, je pense qu'il faut aussi prendre en compte, puis ça va dans le sens un peu des mots que vous avez mis, il faut prendre en compte aussi les effets positifs de la santé. Selon l'OSM, évidemment, vous savez probablement, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pas l'OSM, hein, l'Organisation mondiale de la santé est un état de bien-être physique, mental et social complet. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie. Donc, il y a deux dimensions à la santé mentale, ou parfois on l'appelle le bien-être aussi. Il y a la dimension absence de détresse ou de maladie mentale, puis la dimension santé mentale positive. Et l'idée de la santé mentale positive, ça rejoint, entre autres, je vais vous dire quelques exemples, mais c'est un questionnaire ici de santé mentale positive qui est utilisé, entre autres, par Statistique Canada, qui a été développé par Keys. J'utilise le questionnaire à titre illustratif pour que vous compreniez à peu près qu'est-ce qui est inclus dans la santé mentale positive. Donc, le sentiment d'être heureux, d'être intéressé par sa vie, satisfait à l'égard de la vie, le sentiment d'apporter quelque chose à la société, d'appartenir à une collectivité, le sentiment d'avoir des relations chaleureuses avec les autres, de vivre des expériences qui nous poussent à grandir, etc. Et il existe une version de ce questionnaire-là adaptée aussi au contexte du travail. Donc, l'idée, c'est que la santé mentale positive et la maladie mentale représentent deux continuums. Donc, c'est pas si quelqu'un ne vit pas de dépression, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il vit un niveau élevé de santé mentale positive. Oui, les deux concepts sont corrélés, mais il y a quand même des personnes, entre autres, qui vivent avec, par exemple, des dépressions chroniques, mais qui peuvent aussi vivre un certain niveau de santé mentale positive. Et l'idée ici, dans les travaux scientifiques, c'est que ça devient de plus en plus important, puis il y a de plus en plus de chercheurs qui prônent une approche en santé au travail, santé mentale au travail, une approche dans laquelle on mesure à la fois les aspects positifs, mais aussi les aspects négatifs, comme oui, le burn-out, mais en plus, on va regarder la satisfaction à l'égard de son travail, l'engagement au travail, etc. On s'est même rendu compte dans certains travaux que la santé mentale positive peut en fait être un facteur de protection chez les travailleurs et les travailleuses. Donc, entre autres, ici, c'est un exemple, une étude auprès d'adultes australiens. Vous voyez, je vais vous expliquer le graphique un petit peu. Les deux lignes, la ligne bleue, c'est des gens qui rapportent ne pas vivre de conflits ou de stress au travail. Et la ligne rouge, c'est des gens qui rapportent en vivre de conflits ou du stress au travail. Et en bas, vous voyez, c'est la santé mentale positive. Et sur l'échelle de gauche, c'est un indicateur, le Kessler-6, qui est un indicateur de détresse psychologique. Donc, on voit globalement que les gens dans la ligne rouge, en gros, la ligne rouge est un petit peu plus haute que la ligne bleue. Donc, les gens qui vivent des conflits au travail vivraient davantage de détresse psychologique. C'est assez logique. On sait que les relations au travail, c'est des facteurs de risque pour la détresse psychologique, l'épuisement, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde au bout, chez les gens qui vivent plus de santé mentale positive, les deux lignes, qu'on soit dans la ligne rouge, la ligne bleue, sont relativement égales et sont plus basses en termes de détresse psychologique. Donc, la santé mentale positive pourrait permettre de jouer un effet tampon sur l'impact des conditions de travail sur
la détresse psychologique. Donc, c'est juste un exemple pour vous expliquer là, comme quoi, évidemment, il faudrait regarder ça à travers le temps. Il y a d'ailleurs d'autres études qui, pas dans le contexte de travail, mais qui montrent que plus aujourd'hui j'ai de santé mentale positive, plus ça va être associé à une réduction de mes risques de développer des maladies mentales dans le futur. Mais tout ça pour dire que je prends une approche dans laquelle on va aller chercher les deux aspects, les deux aspects de la santé mentale, les aspects positifs et les aspects négatifs. C'est un peu dans cette perspective-là aussi où je m'inscris davantage ou dans une approche de promotion en milieu de travail, promotion du bien-être, de la santé mentale positive. La santé et sécurité du travail, c'est super important, mais c'est souvent des approches axées sur la prévention primaire qui est super, qui a un rôle à jouer important de réduire les risques de stress, les facteurs de stress à la source pour prévenir l'épuisement, le stress post-traumatique, etc. Mais moi, je dis qu'en plus, puis c'est La Montagne et collègues, entre autres, qui prônent ça beaucoup, il faut ajouter la dimension de promouvoir le bien-être. Si on promouvoit le bien-être sur une longue période ou on fait une approche de longue haleine, ça peut à long terme là, permettre aussi aux gens d'être plus outillés pour faire face à des stresseurs. Alors, parlons maintenant du contexte qui nous intéresse, qui m'intéresse particulièrement, qui m'a intéressé dans la dernière année, puis pour lequel aussi j'ai été invité à vous parler, le contexte de la COVID-19. Le contexte de la COVID-19 c'est sûr que là, c'est certaines des données que je rapporte ont été collectées durant la dernière année. C'est sûr que là, il y a toujours un peu de fluctuation, puis on va voir dans les prochains mois comment ça va se passer. Donc, il faut prendre ça aussi, il faut comprendre que l'aspect temporel dans le contexte de la COVID qui change si rapidement, bien, ça peut changer, ça changerait un peu la donne là, si les données avaient été collectées à d'autres moments. Mais c'est intéressant, c'est quand même assez saillant ce qu'on a trouvé. En fait, c'est des données qui ont été collectées auprès de 2223 travailleurs canadiens francophones en octobre-novembre 2020. Donc, ça fait quand même un petit bout, là, mais c'était justement juste avant la période des fêtes ou avant qu'il y ait un resserrement là, justement des mesures par rapport à la période des fêtes. Et ce qu'on s'est rendu compte, vous voyez clairement, au point de vue de la santé mentale négative, des difficultés de santé mentale, la proportion de personnes là, qui rapportent vivre des symptômes élevés d'anxiété avec une mesure d'anxiété qui nous permet de diviser là, selon un seuil clinique. On voit que les gens au-dessus du seuil clinique, c'est 24 qui sont au-dessus du seuil clinique. Et la proportion, entre autres, chez les plus jeunes de notre échantillon, la proportion monte jusqu'à 35 24 c'est déjà vraiment beaucoup plus que ce qu'on trouve là, comme prévalence habituellement lorsqu'on utilise le même instrument. Je pense qu'on trouve, c'est dur à trouver là, parce que ce n'est pas toujours le même instrument qui est utilisé, mais on pourrait s'attendre à peu près moins de 10 puis là, c'est 24. Donc, on voit que les jeunes faisaient face, là, et particulièrement, mais tout l'échantillon était quand même à risque là, de vivre de l'anxiété généralisée si on regarde le graphe. L'anxiété sociale, ce n'était pas quelque chose nécessairement qui fait partie de mes expertises de recherche en soi, mais on a décidé d'inclure une mesure et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était vraiment, vraiment élevé là, le nombre de personnes qui cotaient au-dessus du seuil clinique sur la mesure qui a été utilisée. 38 donc, et quasiment encore chez les plus jeunes, 50 en fait, à moitié d'échantillons cotaient au-dessus du score clinique. C'est des mesures brèves, là, donc c'est à prendre quand même avec un grain de sel, mais ça montre un portrait quand même qui montre des difficultés de santé mentale. Au niveau de la dépression, je ne sais pas pourquoi c'est inversé, là, mais c'est 22 Ça aussi, c'est plus élevé là, que ce qu'on trouve habituellement. Puis encore là, chez les plus jeunes, plus de difficultés. Lorsqu'on a regardé, par contre, des aspects positifs de la santé mentale, il n'existe pas nécessairement de normes qui nous permettent ou de seuils qui nous permettent de diviser en deux. Oups! Mais ce qu'on se rend compte clairement, là, c'est le point central sur l'échelle qui va de 1 à 7, une échelle de l'épanouissement, c'est une sorte de mesure de santé mentale positive. La moyenne est quand même relativement élevée, là, est au-dessus du point central. On a aussi posé des questions sur le bien-être subjectif perçu, comme la satisfaction à l'égard de différents domaines de vie, perçu de façon introspective avant la COVID et pendant là, la COVID au moment du questionnaire.
On voit que c'est quand même au-dessus du point milieu de notre échelle qui était 4,5, mais il y a quand même là, une réduction moyenne, là, une réduction en moyenne entre le avant et le maintenant. Similairement, on a pu regarder des aspects de la santé mentale spécifiques au travail. Ici, vous voyez différentes dimensions de l'épuisement professionnel, la fatigue physique, la lassitude cognitive et l'épuisement professionnel. Globalement, ben, c'est sous le point central, mais c'est quand même élevé. Ce n'est pas ici 3,86, c'est pas loin du point milieu de l'échelle de burn-out, que ce soit la moyenne de l'échantillon. Et encore là, c'est le groupe de jeunes qui vit des symptômes plus sévères là, en moyenne de fatigue physique. Par contre, le bien-être positif au travail, lui, est quand même relativement élevé. Donc, bon, c'est sûr que c'est au niveau de l'échantillon, mais on voit globalement qu'il y avait comme un peu cette coexistence-là au niveau de l'échantillon de difficultés, mais aussi de certains aspects qui restent quand même relativement satisfaisants ou positifs. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessairement au niveau de chaque individu, c'est plus global. Je vais regarder tantôt les questions. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. On pourrait y répondre à la fin, dans le fond, si ça vous va. Maintenant que j'ai fait un portrait de ce qu'on a trouvé, c'était à l'automne. Là, on pourrait évidemment s'attendre à ce que les choses vont se mettre tranquillement à aller mieux, malgré qu'on sait, puis si vous avez regardé les nouvelles, il y a plein de nouvelles qui montrent, entre autres, c'est peut-être moins chez les travailleurs, là, mais chez les jeunes, apparemment, il y a quand même beaucoup de détresse encore et on va avoir à travailler avec les jeunes et soutenir les jeunes pendant longtemps pour revenir peut-être à un niveau de détresse moindre. Donc, on pourrait croire peut-être que la même chose va se passer chez les travailleurs. Donc, on a la chance que bientôt, on va continuer à collecter des données auprès des mêmes travailleurs. On fait un autre temps de mesure, donc on va avoir une meilleure idée prochainement de où les travailleurs en sont. Mais quand même, ça montre qu'il y a des enjeux, il y a eu des enjeux et il risque d'en avoir, puis il y en avait déjà avant la pandémie. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui contribue à la santé mentale au travail ou comment on peut travailler sur cet aspect-là? Je ne vais pas donner un cours là, sur la santé mentale au travail, puis je suis certain qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissez le sujet, mais qui aussi le vivez personnellement. On est tous des travailleurs. Mais j'utilise un modèle, un bon vieux modèle biopsychosocial que je trouve qui est le plus simple. Mais il y a toujours les facteurs biologiques de vulnérabilité, mais aussi de protection qui entrent en jeu. Les facteurs psychologiques, dont nos comportements, nos attitudes, la façon dont on cope avec le stress. Mais évidemment, il y a les facteurs sociaux et environnementaux liés au travail qui m'intéressent particulièrement. Donc, c'est là-dessus que je vais discuter. Là, je vais discuter de cela dans les prochaines diapositives. Particulièrement, j'ai décidé d'aborder, étant donné qu'il y a le déconfinement qui se fait, j'ai décidé d'aborder les conditions de travail et les aspects de l'environnement de travail sous l'angle du télétravail et quelles sont certaines spécificités liées au télétravail et ce que ça implique au point de vue des conditions de travail, quelles sont certaines spécificités qui peuvent être liées à la santé mentale. Vous avez peut-être vu ça passer, c'est souvent dans les nouvelles depuis un an. Il y a eu différents sondages qui ont été publiés. Là, c'est des récents, un qui est sorti là, sur le site de Radio-Canada, un autre sur CTV, où on sonde en fait les employés, les travailleurs, puis les employeurs aussi, pour savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient dans le futur, une fois la pandémie officiellement terminée, s'il y a lieu, qu'est-ce qu'ils aimeraient en termes de mode de travail. Est-ce qu'ils préféreraient un mode hybride, un mode complètement à la maison, etc. Puis bon, les résultats varient d'une étude à l'autre, mais globalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup d'employés qui aimeraient continuer le télétravail ou avoir vraiment une flexibilité, même dans un des sondages, une majorité ou un grand nombre d'employés voulaient une flexibilité quasiment totale de pouvoir choisir quand aller au bureau versus quand travailler de la maison. Puis bon, les employeurs, généralement, semblent soutenir cette idée-là pour différentes raisons, possiblement même éventuellement des raisons économiques. Dans certains domaines, l'espace peut coûter cher, donc si on peut réduire les espaces de travail nécessaires, etc. Donc, des considérations économiques. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est plus les considérations liées à la santé mentale et au bien-être.
C'est intéressant parce que je vous disais qu'il y a eu plusieurs sondages qui ont été faits, menés pour voir la perception des gens sur leur désir de continuer à faire du télétravail. Et j'ai déniché en fait une étude, puis ça va peut-être vous parler un petit peu plus, là. Vous êtes probablement tous dans le domaine de la recherche. Si je comprends bien. Donc, ici, c'est une étude qui a été menée. C'est malheureusement le pays où les gens travaillent n'a pas été collecté, mais on sait que l'étude a été menée par des chercheurs en Hongrie. Là, je ne dis pas que c'est nécessairement représentatif, mais c'est quand même intéressant pour stimuler la réflexion. Donc, 704 chercheurs de divers domaines ont participé à l'étude au mois d'avril, juillet l'an dernier. Donc, aujourd'hui, ça pourrait avoir changé un petit peu, là, mais ça faisait quelques mois déjà qu'on était en pandémie, peut-être en télétravail. 70 diraient qu'ils aimeraient, une fois le confinement terminé, ils pensaient en fait qu'ils seraient autant ou plus efficaces qu'avant la pandémie s'ils pouvaient travailler davantage à la maison, pardon, une faute ici, s'ils pouvaient travailler davantage à la maison après le confinement. Et 66 disaient qu'ils aimeraient travailler de la maison davantage qu'avant le confinement, puis ça, considérant leur performance et leur bien-être. Donc, globalement, il y a quand même ce désir-là chez les chercheurs de cette étude-là, puis je ne sais pas si ça traduit bien votre désir aussi à vous qui travaillez dans la recherche, mais quand même, globalement, les gens étaient intéressés à continuer à travailler de la maison. Ce que les chercheurs dans l'étude rapportaient au point de vue de leur propre perception, c'était que le bureau permettait surtout des contacts avec les gens, donc garder contact avec l'équipe, partager ses idées, mais aussi, probablement, ça dépend du domaine de recherche, mais leur permettait de faire de la collecte de données. Versus la maison était utilisée, le bureau à la maison, ils trouvaient qu'il était plus utile pour faire des tâches qui demandent peut-être plus d'indépendance, d'autonomie, rédaction, lecture, analyse, des tâches qui demandent plus de concentration. Ces résultats-là rejoignent quand même nos résultats de notre étude. En fait, la même étude qu'on a faite, donc, dont j'ai présenté certains résultats là, auprès de l'échantillon de plus de 2000 Canadiens, qui d'ailleurs ont été recrutés par Léger Marketing. C'est des gens qui travaillent dans divers domaines. C'est assez divers, là, varié l'échantillon. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le pourcentage de temps passé en télétravail, de façon globale, était peu lié aux indicateurs de santé mentale, que ce soit en général ou la santé mentale spécifique au travail, par exemple le bien-être au travail, l'épuisement professionnel. Par contre, on a trouvé quelques associations, puis c'est des résultats qu'on a préliminaires dans le sens qu'ils ne sont pas encore publiés. On a trouvé des associations bénéfiques entre certains aspects du télétravail là, et certains aspects des conditions de travail. Donc, plus les gens passaient beaucoup de temps en télétravail, moins ils vivaient de culpabilité envers la famille, moins ils vivaient de conflits travail-famille en matière d'horaire. C'était plus facile de gérer les horaires. Et plus ils vivaient de l'attitude décisionnelle. Donc, ils avaient plus d'autonomie concernant les décisions qui concernent leur travail, leurs tâches, etc. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Je ne sais pas si vous voulez poser votre question tout de suite ou la garder pour tantôt, comme vous voulez. OK. En tout cas, si vous pouvez l'écrire aussi si vous changez d'idée. Donc, c'est des associations bénéfiques, mais on a aussi vu que le pourcentage de temps passé en télétravail, au contraire, était associé à moins de plaisir dans les relations avec les collègues et moins de sentiment d'être proche, d'avoir une certaine proximité avec les collègues ou les clients si ça s'applique. Donc, il y a quand même là, vraiment à la fois des aspects positifs et des aspects négatifs. Et ça rejoint d'autres travaux qui ont été menés avant la pandémie en 2007, si je me rappelle bien, ou en 2007. Il y a une étude qui a été publiée. C'est une méta-analyse de 46 autres études. Et l'étude a montré que globalement, le télétravail était associé à plus d'autonomie perçue, moins de conflits de travail-famille, mais avec globalement, dans leur étude, ils trouvaient au départ, de façon globale, peu d'effets sur la qualité des relations de travail. Donc, les deux premiers points, ça rejoint pas mal ce que nous, on a trouvé dans notre échantillon. La question des relations au travail, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regardait dans leur étude, là, dans leur méta-analyse, lorsqu'ils regardaient le nombre de jours passés en télétravail, lorsque ça augmentait au-dessus de 2,5 jours par semaine, on commençait à avoir des effets néfastes sur la qualité des relations avec les collègues.
Et donc, on peut croire là, que vraiment, il y a peut-être un genre de point, de tipping point ou de point après lequel là, être loin de ses collègues, loin physiquement de ses collègues, pourrait être associé là, à une réduction de la qualité perçue des relations. Et évidemment, les travaux en santé mentale au travail montrent que les relations, le soutien social, c'est super important. Donc, c'est un aspect quand même à considérer dans la façon dont on peut organiser le futur du travail à la maison. Est-ce qu'il y a moyen de plus créer des moments en ligne ou des moyens de maintenir là, les relations là, entre les travailleurs? Ça rejoint globalement aussi, si vous connaissez peut-être ce modèle, certains d'entre vous, c'est un modèle des besoins fondamentaux qui sont associés à être plus motivés au travail et en général et vivre davantage de bien-être. C'est un modèle qui dit qu'il y a 3 besoins fondamentaux qu'un environnement doit soutenir pour favoriser le bien-être: l'autonomie, la compétence et l'appartenance. Globalement, il semble que l'autonomie est favorisée par le travail à la maison. La compétence, probablement aussi, dans le sens où on vit moins de conflits travail-famille, on se sent probablement mieux à l'égard de qui on est et du travail qu'on réussit à faire. Il y a aussi moins de culpabilité à l'égard de la famille. Et finalement, par contre, c'est l'appartenance, qui est les relations positives avec les gens. Ça semble être là que ça échappe lorsque du télétravail fait vraiment plusieurs jours par semaine. Donc, c'est peut-être là qu'il faut travailler davantage, comme je l'ai mentionné auparavant. Par contre, il y a plein d'autres aspects, puis les études aussi suggèrent que ce n'est pas tant le fait de faire du télétravail ou pas qui va faire en sorte qu'on va vivre des défis à notre bien-être, à notre santé mentale, mais c'est d'autres aspects qui peuvent être associés au télétravail. Entre autres, le fait de vivre du technostress. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais le technostress, c'est le stress lié à l'utilisation des nouvelles technologies dans le travail. Il existe différentes dimensions à ce concept-là de technostress. Entre autres, le trop-plein technologique, c'est le fait de sentir que les technologies font en sorte qu'on doit en faire plus, travailler plus longtemps, puis travailler de plus en plus vite. L'invasion, c'est que ça rend la frontière entre la vie personnelle et la vie de travail plus confuse, plus diffuse. Et il y a d'autres aspects comme ça du technostress qui sont importants à considérer. Ce qu'on s'est rendu compte dans l'étude encore ici, puis c'est de façon globale, les gens qui rapportent vivre plus de technostress rapportent aussi vivre davantage de symptômes d'anxiété et de dépression. Donc, c'est un élément évidemment à considérer. Par contre, il y a certaines études qui suggèrent différents modérateurs au technostress qui peuvent nous donner des leviers d'intervention. Évidemment, offrir le bon soutien technique peut permettre de réduire le technostress. Développer la littératie technologique, donc les connaissances, le savoir des personnes par rapport à comment utiliser les technologies. Et finalement, favoriser l'engagement, la participation des employés, des travailleurs-travailleuses dans le choix des technologies et la façon dont ils sont implantés. Donc, encore là, ça rejoint un petit peu l'importance de l'autonomie, de l'empowerment puis de la participation pour favoriser la santé mentale des travailleurs et des travailleuses. Dans le contexte de la COVID, ce qui est intéressant par rapport au technostress, c'est de considérer beaucoup l'aspect où ce qui est intéressant à considérer, c'est que beaucoup d'entre nous avons été comme propulsés dans l'univers du télétravail et l'utilisation des technologies du jour au lendemain. Et ça a pu aussi créer, on n'a pas nécessairement l'environnement physique adapté pour ça. Ça a pu créer donc des tensions dans les familles au niveau de la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On a fait une étude aussi au début de la pandémie, donc 3-4 semaines après le début du confinement. On a posé aux gens cette question-là de leur degré d'accord avec l'énoncé ici. Utiliser les technologies rend la frontière floue entre ma vie professionnelle et personnelle. Il y en avait 38 qui étaient d'accord. On leur refait le même questionnaire 2 à 4 semaines. Pardon, en haut, c'est 3 à 4 semaines après le début, mais en bas, c'était plutôt 2 à 4 semaines après le début du confinement. C'est 36 donc ça n'a pas beaucoup changé là, dans le premier mois. Reste à voir si aujourd'hui, les gens auraient la même perception. On va ressonder ces gens-là. Là, c'était la perception de base, mais on voit qu'il y a quand même un peu plus du tiers là, pour qui les technologies peuvent avoir un effet néfaste au niveau de la conciliation travail-famille, puis ça peut créer des conflits dans les familles. Et ça peut, entre autres, justement, ça mener à la culpabilité de travail-famille.
La culpabilité travail-famille, c'est le fait de, quand on travaille, se sentir coupable envers notre famille, mais quand on passe du temps envers la famille, on s'occupe des tâches familiales ou on pourrait même l'étendre à la vie personnelle, se sentir coupable envers la sphère du travail, les gens de cette sphère-là. Ça aussi, c'est associé à davantage de symptômes d'anxiété, de dépression. Donc, on peut croire que si le télétravail rend la frontière plus floue entre travail et famille, la culpabilité pourrait, chez certaines personnes, dans certains cas, pourrait augmenter. Par contre, c'est intéressant, nous, on a vu que de façon générale, il y a eu quand même la culpabilité. Les gens qui font du télétravail, leur culpabilité de travail-famille est plus faible. Peut-être quand même parce qu'ils sont capables de passer plus de temps avec la famille, parce qu'ils ont moins de temps dans les transports, etc. Donc, c'est des aspects à prendre en compte. C'est sûr qu'avec le déconfinement, puis comme on l'a vu dans les nouvelles que j'ai présentées tantôt, on risque de se diriger vers un modèle hybride qui est une combinaison de travail à la maison puis de travail au bureau. Il y a quand même certaines études qui ont été faites sur ce sujet-là, pas nécessairement dans le contexte de la pandémie. Ils ont été publiées récemment, mais ne sont pas nécessairement dans le contexte de la pandémie. C'est une étude, la première, dans laquelle une entreprise a permis à ses employés, il y a eu une introduction d'une politique de télétravail 2 jours par semaine au maximum. Puis il y a un groupe contrôle. Ce qu'on a vu, c'est que l'introduction de ce programme-là de télétravail 2 jours semaine est associée à une réduction du stress. Et même lorsqu'on regarde, lorsqu'on compare les jours, c'est un défi de recherche où les gens remplissent plusieurs questionnaires, plusieurs journées. Lorsqu'on compare les jours passés au travail versus les jours travaillés à la maison, il y a moins de stress, moins de conflits travail-famille, plus d'engagement, plus de performance auto-rapportée lors des journées passées à la maison en télétravail. Donc, il semble quand même que globalement, ça semble être assez bénéfique au point de vue bien-être et performance. Même, ce qu'on s'est rendu compte dans une autre étude, c'est que les journées de travail à la maison, les gens dormaient plus. On peut se poser la question est-ce que c'est positif ou non, mais l'article en question, en tout cas, les auteurs voyaient ça comme quelque chose de positif, que les gens prenaient peut-être plus soin d'eux en adoptant une bonne hygiène de vie, quand il y a moins de temps là, passé dans les transports, etc. Donc, globalement, il semble que dans ces modes-là hybrides, ça semble quand même probablement peut-être un bon million entre les deux. On a dit plutôt que plus de 2,5 jours par semaine dans une méta-analyse, ça avait été associé à avoir des relations moins positives, moins satisfaisantes avec les collègues. Et on voit ici que les journées passées à la maison semblent être associées à des impacts, des résultats positifs. Donc, un mélange des deux, un modèle hybride semble assez positif en termes de santé et bien-être. Promouvoir la santé mentale au travail, à la maison ou au bureau. Je vois qu'il me reste à peu près peut-être 10 minutes. C'est ça, j'ai déjà expliqué tantôt que c'était dans la perspective où je voyais ça, c'était une perspective de responsabilité partagée. J'ai parlé un petit peu depuis tantôt de certains aspects importants, le technostress et du rôle de l'employeur pour faciliter la réduction, la prévention du technostress. J'aimerais parler, entre autres, de l'importance, comme on le voit ici, du soutien des collègues et des superviseurs. Dans une panoplie d'études en santé et en santé mentale au travail, c'est un des facteurs clés qui est associé à vivre moins de difficultés de santé mentale et plus de bien-être positif. Donc, évidemment, l'employeur, mais aussi les collègues ont un rôle important à jouer. Et dans le contexte d'un télétravail qui peut nuire peut-être à des relations avec les collègues, donc de penser à mettre en place certains processus comme une pause café peut-être à chaque matin ou à chaque 2-3 jours, un 15 minutes sur Zoom où on fait juste parler de tout et de rien. Être certain que le superviseur peut-être appelle ou fasse des petits bonjour, comment ça va sur Teams pour garder le contact. Peut-être que ça peut être fait un petit peu plus fréquemment qu'en temps normal, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de questions à se poser au niveau des pratiques, c'est ça, de supervision et de gestion. Donc, comment garder le contact et faire en sorte aussi que si quelqu'un développe des difficultés de santé mentale à la maison, que quand même les gens au travail s'en rendent compte. Donc, avoir des relations, certains contacts en ligne peut favoriser aussi l'identification de signes avant-coureurs de difficultés. Un concept qui m'intéresse beaucoup dans mes travaux, puis je suis aussi nouvellement titulaire d'une chaire de recherche relief en santé mentale, autogestion et travail. Un concept qui m'intéresse beaucoup, c'est l'autogestion. Ça mise beaucoup donc celui-là sur le pouvoir d'agir. Donc, l'autogestion, c'est les actions que les personnes mettent en œuvre au quotidien pour gérer le symptôme, prévenir les rechutes et optimiser leur bien-être.
Ça peut être plein de choses, l'autogestion. Pensez à ce que vous allez faire peut-être tantôt à la fin de la conférence ou à la fin de la journée de travail qui va vous faire du bien, qui va vous faire sentir, bon, je relaxe ce soir. Bien, ça fait partie peut-être de votre plan d'autogestion implicite sans que vous le sachiez nécessairement. L'autogestion en santé mentale, c'est soutenu de plus en plus, entre autres, dans une perspective peut-être un petit peu plus clinique. C'est les choses que les personnes vivant avec des difficultés de santé mentale peuvent faire pour aller mieux. Ça a été associé, les interventions qui soutiennent l'autogestion, à moins de symptômes, plus d'auto-efficacité, un sentiment d'espoir et un sentiment de bien-être personnel. Et bon, ce que je soutiens dans les travaux qu'on est en train de faire avec l'organisme Relief, qui est un spécialiste de l'autogestion au Québec et au Canada, c'est que les approches d'autogestion sont aussi pertinentes en milieu de travail. Il y a des choses qu'on peut faire, même si on ne vit pas avec des difficultés de santé mentale, pour prendre soin de notre bien-être psychologique et l'autogestion entre là-dedans. On a vu dans certaines études que plus on fait des stratégies, on met en place des stratégies d'autogestion dans notre vie, moins on a des symptômes de difficultés de santé mentale et plus on a un degré de bien-être élevé. Avec une collègue, on a développé un questionnaire sur les stratégies d'autogestion au travail et on s'est rendu compte durant la pandémie que c'est associé à moins de détresse, moins de stress, moins d'épuisement, plus de bien-être au travail et une meilleure performance. On a même vu, lorsqu'on compare, on a demandé aux gens, comme j'ai expliqué, leur bien-être subjectif perçu avant de façon rétrospective et maintenant, au moment du questionnaire à l'automne dernier. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a eu une chute du bien-être perçu, mais chez les gens qui vivent une autogestion plus élevée, qui font plus d'autogestion, la ligne verte, la pente est moins élevée. Donc, ça l'a aidé, là, et c'est significatif, là, ça l'a aidé à avoir un effet tampon ou à modérer l'effet des stresseurs potentiels liés à la COVID. Je vais passer celle-là. Qu'est-ce que l'autogestion en santé mentale? On a identifié dans une recherche auprès de 50 participants qui vivent avec des troubles anxieux, dépressifs ou de l'humeur, plus d'une soixantaine là, de stratégies d'autogestion que ces participants-là mettent en place dans leur vie. Et ça s'applique aussi la plupart à monsieur, madame, tout le monde et aux travailleurs. La question vient plutôt comment les mettre en place au travail, comment on peut faire en sorte que ça s'est rendu possible dans un milieu de travail. Des stratégies qui touchent le fonctionnement, des stratégies qui touchent gérer nos difficultés, des stratégies liées à la santé physique, la condition physique, des stratégies liées aux relations avec les autres et des stratégies liées à l'espoir ou l'empowerment de façon plus spécifique. Je pourrais vous rendre ces diapositives-là disponibles. Je n'aurai pas le temps de tout passer, mais il y a plusieurs stratégies au plan clinique. Demander de l'aide. Le plan clinique, c'est gérer ses difficultés. Demander de l'aide, c'est un aspect important. Puis en milieu de travail, bien, c'est souvent la responsabilité aussi des milieux de travail de faire en sorte qu'il y ait des programmes d'aide qui sont accessibles et que ces programmes-là soient connus et qu'on diminue le stigma, qu'on normalise l'utilisation de ces programmes-là. Au point de vue fonctionnel, ça veut dire aménager notre vie pour améliorer notre bien-être. Un aspect qui est important, puis sur lequel je vais insister un petit peu, c'est avant de terminer, c'est l'aspect de l'environnement physique de travail. Lorsqu'on pense à l'environnement physique de travail, puis la santé et sécurité du travail, on pense souvent aux aspects ergonomiques. Est-ce que l'environnement me permet de faire ce que j'ai à faire, permet de faire mon travail sans me blesser, entre autres? Mais il y a aussi des aspects psychologiques importants. Il y a un modèle qui s'appelle le modèle psycho-environnemental qui soutient qu'il y a 6 aspects importants à tout environnement physique. Et si ces besoins-là, ces aspects sont soutenus, ça va favoriser le bien-être. Entre autres, le besoin d'abri de sécurité, se sentir qu'on est protégé, qu'on a un sentiment de refuge où on travaille. Régulation des contacts sociaux, ça veut dire avoir la possibilité d'avoir des contacts avec les autres si on veut, mais aussi d'avoir un endroit où s'isoler ou pour faire une tâche qui demande plus de concentration, avoir plus d'intimité. L'identification symbolique, c'est la possibilité de s'identifier dans l'espace, de se représenter symboliquement qui on est, notre identité dans l'espace. C'est particulièrement intéressant dans la perspective où, avec le télétravail, ça se peut que de plus en plus, à la maison, généralement, on se sent possiblement plus représenté dans l'espace parce qu'on a choisi l'espace, on a des photos, des fois des objets qu'on aime. Mais au bureau, si on se retrouve à des fois juste y aller quelques jours semaine, on est susceptible qu'on nous offre de travailler dans un endroit partagé.
Et là, on risque de moins se retrouver personnellement dans l'espace. Donc, la question devient comment, dans des environnements de bureau partagés, on peut amener des objets ou favoriser une sorte de personnalisation qui est un besoin important. L'instrumentalité liée à la tâche, c'est est-ce que l'environnement permet de faire mon travail? C'est plus les aspects ergonomiques. Et finalement, le plaisir, c'est les aspects plaisants, la couleur, la nature, le décor, la nature, etc., qui ont été associés dans plusieurs études au bien-être positif en général et au travail. Et finalement, les opportunités de se développer, entre autres des environnements peut-être plus stimulants, au niveau même des fois des couleurs. Je ne suis pas spécialiste en design de l'environnement, mais il y a des couleurs plus stimulantes, il y a des fois des endroits, entre autres avec la nature encore, qui favorisent plus un sentiment de fascination, qu'on a le goût d'explorer un environnement. Donc, ça fait partie de ça. Il existe des questionnaires pour mesurer ça, puis on s'est rendu compte que plus les gens perçoivent évidemment que ces besoins-là sont satisfaits, ils rapportent aussi vivre davantage de santé mentale. Je ne dis pas que ça a été démontré encore qu'il y a un rapport de cause à effet entre tous ces aspects-là avec ce questionnaire-là. Mais il y a quand même des études expérimentales, entre autres sur la nature, qui montrent l'impact de la nature sur les gens, entre autres dans les environnements de travail. Bon, je ne devrais pas vous montrer ça, mais je ne suis pas gêné. Voici mon environnement présentement de télétravail. Je ne sais pas si vous pensez que c'est le fun, que ça satisfait, ça satisfait mes besoins et que ça promeut mon bien-être. Je vous laisse y penser. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ce que je vois quand je travaille depuis 1 an. Mais ce qui est derrière moi, c'est mes plantes qui ont beaucoup d'importance, comme je l'ai dit au début, je referme la boucle, beaucoup d'importance pour mon sentiment de personnalisation. C'est les plantes dont je prends soin, le contact avec la nature qui est un élément plaisant. Donc, somme toute, pour moi, mon environnement de travail est assez fonctionnel, mais c'est certain que je n'ai pas d'enfants. Donc, évidemment, si j'avais des enfants dans ce petit espace-là, présentement, ce serait difficile de me concentrer à la fin de la journée quand les enfants reviennent peut-être de l'école, etc. Donc, il y a tous ces aspects-là à considérer là, lorsqu'on aménage notre environnement de travail. Et j'invite aussi les employeurs à penser au-delà des aspects seulement ergonomiques et de voir là, si on s'en va vers un modèle où les gens travaillent de plus en plus de la maison, comment financièrement on peut soutenir des petites accommodations, du moins, qui peuvent aider à soutenir ces besoins-là. Il y a des choses qui ne coûtent pas nécessairement des millions de dollars qui peuvent aider. Voilà. Je vais passer quelques slides et terminer. J'avais quelques autres aspects. Juste pour vous dire, si vous êtes intéressé par l'autogestion, il y a un organisme qui s'appelle Relief qui offre des ateliers d'autogestion. Et il y a aussi un outil d'autogestion qui s'appelle l'outil Aller mieux à ma façon qui peut vous permettre d'explorer plein d'autres stratégies. Là, aujourd'hui, j'ai parlé de demander de l'aide, d'aménager notre espace, mais il y a aussi des stratégies comme la méditation, la pleine conscience qui peuvent nous aider, des stratégies axées sur les relations sociales. Il y a plein d'études qui montrent que recevoir du soutien, comme je l'ai dit, c'est important, mais donner du soutien, c'est aussi important. De contribuer socialement, ça peut nous apporter quand même un boost, permettez-moi l'expression, un boost de bien-être, etc. Donc, c'est tous des aspects qu'on peut mettre à l'essai dans notre travail et l'activité physique en est un autre. D'ailleurs, on s'est rendu compte dans la pandémie que les personnes qui travaillaient à la maison, mais qui faisaient davantage d'activité physique, allaient mieux. Par contre, généralement, lorsque les gens travaillent à la maison, ils font moins d'activité physique, ils feraient moins d'activité physique lorsqu'ils travaillent dans un bureau à l'extérieur. Donc, des aspects aussi à prendre en compte dans votre plan d'autogestion. Je vais juste terminer en vous disant qu'il faut voir l'autogestion et la santé mentale au travail comme une sorte de voyage. Et même lorsqu'on est en télétravail, qu'on reste toujours chez nous, bien, c'est comme une sorte de voyage, d'essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux pour son bien-être, pour sa santé mentale. Et puis, si on a la chance de pouvoir choisir dans un mode hybride, d'aller au travail une journée puis de ne pas y aller une autre journée, de se questionner, est-ce que moi, j'aime ça le télétravail, à quelle intensité j'aime ça, puis de voir c'est quoi mon pouvoir d'agir sur les facteurs dans mon environnement de travail, dans ma vie, qui peuvent me faire sentir mieux en télétravail ou au bureau. Et voir après ça, il y a peut-être des facteurs environnementaux à discuter avec nos superviseurs, etc., pour optimiser le bien-être, réduire les difficultés de santé mentale, mais aussi optimiser la santé mentale positive. Alors voilà, merci.